engagement. En tant qu'ado, j'étais en classe de 3e. C'était la vente du badge « Touche pas mon pote » dans mon collège, sachant que mon premier traumatisme amoureux était de me retrouver dans un bal déguisé avec celui que je cherchais, qui arrive au bal déguisé en jeune SS. Ça vous tue tout désir amoureux, n'est-ce pas? Voilà, toutes ces années 80-90 qui ont vu la montée en puissance et la banalisation du Front National. Et c'est vraiment important de prendre conscience qu'un mouvement, la Fédération des Maisons des Potes, avant SOS Racisme, est essentiel aussi parce qu'il marque une jeunesse dans ses engagements et qui fait que je pense que toutes celles et ceux qui y sont passés ne l'oublieront jamais. Ils n'oublieront jamais dans leurs convictions les plus profondes ce qui est le premier sens de leur engagement, la bataille pour l'égalité des droits. Et c'est essentiel. Maintenant, le débat que vous posez aujourd'hui, pour moi, je le trouve très important, et il pose plusieurs débats. Moi, je reviendrai sur les propos philosophiques essentiels qui ont été dits à ce débat, qui est que si nous sommes toutes et tous ici attachés à la liberté, en aucun cas, la liberté doit être totale en République. La liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et la liberté d'expression a aussi des limites. Et on estime, par ailleurs, que tout n'est pas de l'ordre de l'opinion. Et c'est pas pour rien qu'on a fait des lois. Il faut redire cela, même si je pense que c'est essentiel et très basique et intégré pour les militants antiracistes, que tout le monde ici est. Il faut le redire. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà. Et que c'est devant la loi qu'on doit y répondre. Et à partir de ce principe-là, qui montre bien, voilà, que le racisme est un délit, la question du Front National, la question de ce parti et de sa légalité, Samuel Thomas le rappelait, le fait qu'il puisse être considéré comme légal, eh ben c'est un débat. Oui, Jean-Luc Mélenchon avait auparavant défendu, et nous défendions à ses côtés, l'interdiction du Front National. Parce qu'on estimait qu'un parti qui va à l'encontre et qui va à l'encontre des principes fondamentaux républicains ne peut pas bénéficier du financement public par l'impôt, ce qui fonde la communauté de destin républicaine. On ne peut pas, par l'argent du contribuable, financer un parti qui veut remettre en cause les fondamentaux républicains. Bon, cette bataille, on l'avait menée un temps et on l'a perdue. Mais gardons-la néanmoins et continuons à la propager, ce principe-là, pour refuser toute banalisation. Et vous avez vu comment nombre de médias ont joué de la dédiabolisation du Front National. C'est pas pour rien, parce qu'ils y ont intérêt. Parce que le Front National n'a jamais remis en cause le capital et les intérêts de l'oligarchie. Et que par contre, la montée du Front National a toujours permis de diviser le peuple, de diviser et de casser, de déconstruire les consciences de classe et les consciences républicaines et permettre à ceux qui profitent aux tenants du système de pouvoir toujours garantir la pérennité de leur domination. Ça n'est pas pour rien. Maintenant, sur la question du Front National, il faut absolument gagner des procès juridiques, parce que ça participe de cette bataille-là. Nous sommes très fiers d'avoir gagné un procès hautement symbolique contre Madame Le Pen. Monsieur Jean-Luc Mélenchon avait, dans un débat télévisé, traité Madame Le Pen de fasciste. Elle avait porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Son avocate, Raquel Garrido, a gagné le procès. Et vous avez toutes et tous ici le droit de traiter Madame Le Pen de fasciste. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on se mettra tous à traiter Madame Le Pen de fasciste que le Front National va régresser dans la société. Oh, ça serait bien trop simple. Pour autant, ce sont des procès symboliques qui permettent de casser la dédiabolisation et la banalisation et surtout la façon dont ces idées-là se répandent. Donc tout procès qui sera gagné et arraché contre des élus Front National qui se permettent de piétiner les principes fondamentaux de la République et qui se permettent d'avoir des propos racistes ou pire, d'avoir des actes politiques institutionnalisant le racisme, il faut engager ces procès et les gagner. Alors maintenant, deuxième débat, comment se fait-il que bon nombre de procès sont si durs? Et comment se fait-il que malgré ces procès, eh bien, on n'obtienne pas l'inéligibilité, alors que néanmoins la loi peut le permettre? Certains l'ont été. Certains l'ont été pendant 5 ans. Que se passe-t-il?
D'abord, moi, je dirais que bien souvent, la loi et la façon dont elle est appliquée et la façon dont la justice est rendue en dit long sur le rapport de force culturelle idéologique d'une société. Eh bien, le nôtre, il n'est pas terrible en ce moment. Hein. Franchement, je vais vous dire, si on avait des responsables politiques qui, depuis 81, avaient instauré le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, avaient régularisé l'ensemble des personnes sans papier parce que travailleurs, parce que demandeurs d'emploi, parce que en situation malade, parce que enfants scolarisés. Hein, et si on faisait en sorte que le principe, pour moi, le slogan que j'aime beaucoup, notre République, même sol, même droit, si cela c'était une réalité, si on avait des responsables politiques qui avaient mis le paquet financier pour soutenir les mouvements d'éducation populaire dans la lutte contre les discriminations, pour instaurer eh bien, les CV anonymes, pour instaurer l'accès au logement sur dossier anonyme. Si on avait eu, comme il y avait eu néanmoins en 80, il y avait une formation importante des policiers, mais si on avait eu par la suite à nouveau une grosse formation de la police, avec l'instauration d'un récépissé daté signé pour lutter contre les contrôles aux faciès, mais croyez-moi, je suis persuadée que la justice aurait été, sur l'ensemble de ces procès, rendue totalement autrement. Parce que la justice, elle est rendue par des hommes et par des femmes. Et personne ici n'est extérieur à la société. Regardez, il y a une autre discrimination, c'est la domination patriarcale. On est dans une société de domination patriarcale. Est-ce qu'il y a eu la parité ici à cette tribune? Vous y avez peut-être pensé, mais vous avez ramé, vous ne l'avez pas complètement eu. Bon. Non mais c'est vrai. Je ne dis pas que vous n'en êtes pas conscient, mais c'est un souci. Or, ça aiderait beaucoup. Je peux vous dire, hein, si on commençait déjà par une vraie parité homme-femme, c'est aussi des choses comme ça qui peuvent aider. Mais bon, je ne fais pas la leçon, hein, parce que alors là, c'est difficile un peu partout. Mais, donc, il y a l'aspect technique, comment, d'un point de vue de la loi, on peut faire évoluer, moi je dirais même aussi d'un point de vue de la Constitution. Parce que ça se double d'un autre problème, qui est le sentiment d'impunité des élus. Nous sommes dans une société où il y a un certain sentiment d'impunité des élus. Ce sentiment d'impunité des élus est aussi étroitement lié à nos institutions. Là, les institutions de la Ve République sont quand même plus proches de la monarchie présidentielle que de la véritable démocratie et république. Le fait que, regardez, nous sommes dans une campagne présidentielle où on a l'impression qu'on est plus dans une course à l'immunité présidentielle pour certains, en tous les cas au moins pour Marine Le Pen et M. Fillon, que dans un vrai débat démocratique, les concernant. Bien. Jean-Luc Mélenchon souhaite convoquer l'Assemblée constituante. Pourquoi? Convoquer l'Assemblée constituante pour qu'il y ait un débat dans le pays qui permette de refonder le peuple. Mais c'est important. Parce que la lutte contre le Front National, elle passera aussi par refonder le peuple sur les principes fondamentaux qui doivent nous animer. C'est pas simplement un débat institutionnel sur comment on en finit avec le présidentialisme, comment on en finit avec le cumul des mandats, comment on met en place le droit de révoquer des élus. Bon, ce qui serait déjà pas mal, parce que ça permettrait de bien montrer que les élus sont d'abord et avant tout des citoyens comme tout le monde et qu'ils ont des comptes à rendre. Hein, alors que j'ai l'impression quand même que bien souvent les élus oublient qu'ils ont des comptes à rendre. Donc ça serait très très bien, mais c'est aussi parce que, par exemple, c'est par ce biais-là qu'on mettrait enfin en place le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Parce qu'aucune réforme constitutionnelle, et tous ceux qui vous promettront une réforme constitutionnelle qui mettra le droit de vote se moqueront de nous une fois de plus. Alors que dans une assemblée constituante, on peut espérer vraiment mener cette bataille-là et faire en sorte qu'il y ait un vrai changement dans la bataille culturelle pour que ça s'applique. Alors que les congrès réunis, Assemblée nationale et Sénat, avant qu'ils soient majoritaires pour instaurer cela, ça sera différent. Mais c'est important. Mais cette question donc de l'impunité des élus qu'il faut attaquer pour bien montrer qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi en impunité et qu'ils ne peuvent pas se représenter à une élection alors qu'ils appliquent des choses contraires aux lois de la République est essentielle. Néanmoins, même ça ne suffit pas. Il y a aussi comment la société, elle se donne les moyens d'assumer une bataille culturelle. La République n'est pas un régime politique neutre. Si on met liberté, égalité, fraternité sur les frontons de toutes les écoles, c'est bien que ce n'est pas un régime politique neutre. Et donc quand on candidate à être élu, que ce soit président de la République ou que ce soit membre du conseil de sa commune, on n'est pas là pour représenter un régime politique neutre. On est là pour faire en sorte que ce soit en application réelle. Donc le fait qu'on s'en donne les moyens pour avoir un peuple éclairé, motivé, en permanence, une société mobilisée est essentielle et incontournable.
Et on l'assume dans un projet politique. Et ça passe par quoi? Mais ça passe par soutenir l'éducation populaire au service de l'émancipation. Ah ouais, et c'en est où ça? C'en est où ça depuis 10 ans, 20 ans? Hein, les mouvements associatifs dans les quartiers, les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, ils en ont de la maille pour pouvoir mener les projets politiques qu'ils portent d'émancipation. On n'a pas arrêté de laisser faire fondre ça comme neige au soleil. Donc forcément, ça aussi, ça fait régresser une société. Et qui fait que, je comprends que vous ayez été choqués par la phrase qui disait « les citoyens ». Bah ouais, parce que des fois, on a besoin de se remettre du baume au cœur et se dire « ouais, les citoyens sont contre les discriminations ». Mais c'est vrai, hélas. Et hélas, les citoyens, ils ne sont pas tous contre les discriminations. Donc les citoyens mobilisés, ils sont nombreux à être contre les discriminations. Parce que quand même, la manifestation de dimanche dernier, je ne sais pas si vous y avez participé, moi j'y étais pas longtemps, parce que j'avais d'autres tâches ce jour-là, mais j'étais frappée par le nombre qu'on était. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu une belle manif comme ça. Vous y étiez, vous tous? Oui? Dimanche? C'était important, dimanche. Déjà, si vous n'y étiez pas, posez-vous la question, il aurait fallu y être. Vous auriez dû tous là, crier, oui, nous y étions. Elle est importante. Donc, soutenir le mouvement d'éducation populaire, là-dedans. Mais ça veut dire aussi, donc, engager au niveau, par exemple, de la police, une vraie formation, parce que ça n'est pas possible, les affaires comme Théo, qui relèvent de la discrimination d'abord et avant tout, et de la violence hallucinante. Et derrière cette affaire-là, combien d'autres ont été étouffés? Combien d'autres? Et on ne peut pas s'attendre à ce que des juges prennent de bonnes décisions de justice contre les maires racistes, si à un moment donné, on laisse en toute impunité autant de scandales dans la police qui est là pour, au contraire, faire appliquer la loi. Ça n'est pas possible. Donc, non seulement la formation de la police, mais le refus de ces pratiques discriminatoires. Et le fait aussi qu'on forme la police pour accepter les dépôts de plainte. Combien de fois avez-vous, comme moi, entendu des personnes qui ont voulu à un moment donné déposer plainte parce qu'ils étaient victimes de racisme et on leur a même pas permis de les recevoir. Alors, je termine. La justice. Avant même de savoir s'il va falloir une loi ou mettre dans la Constitution, il faut aussi la déclochardiser. Il faut déclochardiser la justice parce que quand vous voyez la réalité des conditions dans lesquelles des conditions humaines totalement dérisoires dans lesquelles travaille notre justice dans ce pays, c'est totalement indigne d'une puissance aussi riche que la France. Donc évidemment qu'il y a du recrutement, et du recrutement à tous les niveaux, au niveau magistrat comme au niveau greffier, à tous les étages, pour permettre véritablement à ce que la justice soit rendue. Donc pour conclure, je souscris pleinement à la fois à ce qu'on inscrive dans la Constitution, de la même manière qu'il y ait une éligibilité et que ça puisse être débattu dans la Constituante, une éligibilité pour corruption, que ça puisse être débattu, cette inéligibilité pour condamnation de crimes racistes. Après, je ne suis pas une spécialiste du droit et visiblement c'est en contradiction avec la Cour européenne, ce que vous me disiez, hein, c'est-à-dire l'aspect, si l'interdiction est généralisée. Bon, en même temps, je souscris tout à fait au fait qu'il faut permettre, excusez-moi si je déborde un tout petit peu, il faut permettre aux juges aussi de juger et d'évaluer les faits. Bon. Mais, et sans doute, une nouvelle loi doit être nécessaire. Mais surtout, un bon coup de balai à tous ceux aussi qui ont banalisé l'ensemble de ces propos racistes. Je suis désolée, mais quand vous avez un gouvernement prétendument de gauche qui souhaite constitutionnaliser la déchéance de la nationalité, eh bien la banalisation du racisme, elle est totale. Quand vous avez, moi je vois à la mairie de Paris, et je terminerai, un dispositif qui se met en place de prévention de la radicalisation qui incite à la délation, je peux vous dire que là on met le petit doigt dans un processus extrêmement dangereux, aussi qui va encourager le racisme anti-musulman, réel ou supposé. Donc voilà, je pense qu'il faut assumer de mener la bataille culturelle, mais ça passe aussi par une bataille politique, et que là, le bulletin de vote sera déterminant. Merci à vous.